Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. La France retient son souffle, elle est entre deux tours. Le premier tour donc s'est achevé hier, on connaît le nom des deux participants. Pour le second tour, Nicolas Sarkozy et François Hollande, le socialiste est en tête. Là n'est pas la surprise elle tient dans le résultat du troisième tour où Marine Le Pen, candidate pour le Front National, obtient le troisième score. Derrière ensuite Monsieur Mélenchon. Un regard européen pour décrypter avec nous la politique française. Pourquoi ce choix des Français? Vers où se dirige-t-il? Le regard franco-allemand de Thomas Klaus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du bureau parisien du Conseil européen pour les relations internationales, qui est un centre de réflexion à Paris. Et évidemment, la première question par rapport à cette élection, elle va toucher le Front National. Est-ce que ça vous a étonné, ce score de presque 18% de Marine Le Pen? C'est bien au-dessus de ce qu'on pouvait penser quand on regardait les derniers sondages. En même temps, ce qu'il faut constater, c'est que la stratégie de Marine Le Pen de recentrer non pas le contenu politique du Front National, puisqu'il reste axé sur un message anti-immigré, anti-Europe, mais de recentrer la rhétorique et l'image vers le centre, justement. Ça a marché. Elle se démarque par sa manière de parler, des dérapages antisémites et flirtant avec des allusions qui tendent vers vers des relents néo-nazis de son père. Elle paraît jeune, elle est femme, elle est nouvelle, elle passe bien à la télévision et tout ça a marché. Elle a réussi à conserver le noyau dur d'extrême droite de l'électorat du Front National en empiétant sur des nouveaux territoires politiques et géographiques quand on regarde la composition du vote en France. C'est une évolution qui ne peut qu'inquiéter l'UMP, la droite et, je dirais, la France. On a presque envie de vous poser la question quand on vous écoute quand même, est-ce que c'est parce qu'elle est femme, est-ce que c'est parce qu'elle est jeune, est-ce que c'est parce qu'elle est proche des gens qu'elle a réussi à rassembler à ce point-là les Français, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un déficit dans les partis traditionnels? Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a réussi à rassembler les Français. Et je ne sais pas si on peut dire que Marine Le Pen est réellement proche des gens. Mais certainement, elle a réussi à construire une image de soi et de son parti qui se distingue de l'image qui était celle de son père, ou qui est celle de son père, et du parti du Front National à l'époque où son père en était le président. Donc, de ce point de vue-là, opération de marketing, si on veut, réussie. Alors certainement, le fait qu'elle communique bien, le fait qu'elle a pu parler aux gens, qu'elle sait parler aux gens dans une langue qui interpelle même les gens qui ne sont pas, disons, qui ne font pas partie de cette classe ou de cette partie de la population qui suit nécessairement la politique au jour le jour, est un atout. Et on peut regretter que d'autres candidats n'aient pas, dans cette campagne, n'aient pas déployé le même degré de charisme, n'est-ce pas? Ceci dit, il faut quand même garder les proportions, voir qu'elle mobilise un cinquième du vote, ce qui est beaucoup, et comprendre aussi que le premier tour de l'élection présidentielle a un côté qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière presque de carnavalesque, n'est-ce pas? Les gens savent parfaitement, une bonne partie des gens qui votent pour Marine Le Pen ou qui votent pour d'autres candidats minoritaires, que ce n'est pas un vote pour celle ou celui qui sera président de la République française. C'est, dans une certaine mesure, un vote de contestation, un vote de défoulement, un vote où on pense pouvoir voter sans qu'il y ait des conséquences immédiates politiques pour un programme politique qui est irréaliste, qui n'est pas en phase avec les réalités, comme par exemple le programme du Front National. Certains électeurs se font plaisir en votant comme cela. Je pense que c'est une des failles du système politique français, de l'élection présidentielle, de créer cette opportunité, parce que ça a des conséquences pour la vie politique ensuite. Vous qui avez un regard européen, l'extrême droite en Europe est en train de se développer, on le voit dans différents autres pays. Le Front National français, vous le mettez dans cet environnement-là? Il y a certainement une tendance dans certains pays européens à un renforcement du vote anti-migration, anti-Europe, de droite ou d'extrême droite. Il faut quand même constater une chose importante, c'est que ce à quoi s'attendaient beaucoup d'observateurs, une grande vague xénophobe
anti-européenne, souverainiste si on veut, qui traverserait toute l'Union européenne suite à la grande crise financière, économique et politique aussi que traverse l'Europe en ce moment, cette vague-là ne s'est pas matérialisée. Prenez l'exemple de l'Allemagne, le pays démographiquement le plus important. Nous avons un nouveau parti en Allemagne, un parti de protestation. C'est le parti des pirates, un parti un peu libertaire, un peu anarchique, qui se focalise surtout sur la défense des consommateurs de l'Internet. Donc c'est une autre forme de protestation, pas du tout à droite. Il n'y a pas, pour l'instant, de grandes vagues d'extrême droite en Europe, même s'il y a des phénomènes dans certains pays plus touchés que d'autres, la France notamment. Alors, les deux vainqueurs de ce premier tour restent François Hollande d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre. Quel est votre regard sur cette campagne-là, cette campagne traditionnelle, cette campagne de ces deux ténors? Je crois que ce qu'il faut regretter, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont développé au cours de cette première phase de la campagne, voyons ce qui se passe maintenant entre les deux tours, un projet ou une vision cohérente et globale de ce que serait la politique qu'il proposerait pour la France et en Europe au cours des 5 prochaines années. Alors chacun, évidemment, a parlé de l'Europe. Nicolas Sarkozy a parfois parlé de l'Europe comme d'un modèle, en tout cas pour ce qui est l'Allemagne à suivre, pour importer ou répliquer des réformes du même type en France. Parfois, il a attaqué l'Europe, comme sur Schengen. Parfois, il a attaqué la politique de la Banque centrale européenne, comme dans son grand dernier discours. François Hollande, lui, a mis l'accent sur une réorientation de la politique économique, dans la zone euro notamment, d'une manière, disons, crédible et continue. Et cela sera certainement, s'il est élu, un des axes centraux de sa nouvelle politique. Mais ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy n'ont fait un grand discours où ils ont développé d'une manière cohérente et synthétique et convaincante une image des réformes qu'ils souhaiteraient, institutionnelles notamment, qu'ils souhaiteraient impulser en Europe au cours des 5 années prochaines du nouveau mandat présidentiel. C'est un vrai déficit. Et pourquoi justement on a ce déficit en France, ce déficit d'idées, de clarté de programme? Alors d'abord, c'est un déficit qui n'existe pas qu'en France. On constate que dans la plupart des pays européens, les dirigeants, même des grands partis, ont beaucoup de mal à développer une vision européenne cohérente. Les petits partis y arrivent parfois mieux que les grands. Ont peur. Ont peur pourquoi? Parce qu'ils savent que parmi leur électorat, qui par définition, s'il s'agit d'un grand parti, est large, il y a une partie plutôt favorable à plus d'intégration européenne et une partie plutôt hostile. C'est très clair en France, avec la fameuse France du oui, la fameuse France du non. Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, savent que leur électorat est composé de ces deux Frances-là. Et ça les a conduits, je pense, et c'est même le facteur essentiel qui les a conduits, à non pas esquiver totalement le débat, mais à ou bien instrumentaliser l'Europe d'une manière très fragmentaire, ou bien à se saisir uniquement de certains aspects sans vraiment proposer une vision ensemble. Je crois que c'est regrettable et je crois que cela manque. Je crois que s'il y avait eu, pendant ces élections, je suis peut-être naïf en le disant, un candidat ou une candidate qui aurait pris les électeurs au sérieux et qui leur aurait dit « voilà ce que je veux pour la France, en Europe, de manière globale, pendant les 5 années qui viennent, je pense que ça aurait été un geste, un signal très positif. » Très rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un en Europe aujourd'hui qui a été ou qui va être capable de dire ça à sa population de façon aussi claire et nette que ce que vous souhaitez? Je pense qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui sont en mesure de le faire, qui s'engagent, qui proposent des idées. Mario Monti, en Italie, a signé quelques tribunes très intéressantes dans les journaux à ce sujet, parle de sujets comme le Parlement européen, la place à lui donner, etc. Donc il y a des hommes et des femmes politiques qui le font. Si François Hollande est élu, il est en tête au premier tour, donc on peut imaginer qu'il remporte l'élection au second tour. La France devient donc une France socialiste. Le regard des autres pays européens va devoir changer, les personnes vont devoir travailler différemment. Quels vont être les principaux tournants de la politique européenne? Le premier tournant, en tout cas le premier tournant que la France, si François Hollande en est le président, voudra impulser, c'est évidemment une réorientation de l'ensemble de politique économique de la zone euro vers, non pas moins d'austérité, mais une focalisation moins exclusive sur l'austérité et une recentration sur un plus de croissance. François Hollande a dit les 4 propositions qu'il soumettrait pour pousser la zone euro dans ce sens. On sait à Berlin que si François Hollande succède à Nicolas Sarkozy à la présidence, il y aura des négociations difficiles et serrées parce que l'Allemagne est plutôt hostile, sous le gouvernement d'Angela Merkel,
à cette évolution de la politique de la zone euro. En même temps, quand on regarde la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Espagne, l'Italie, avec un gouvernement de centre-droite en Espagne et un gouvernement, disons, plus technocratique ou plus unitaire en Italie, les deux pays sont confrontés à des difficultés économiques considérables. Et donc, si François Hollande dit « je veux que collectivement nous fassions plus pour la croissance en Europe », et ça ne peut être qu'une décision collective, ça ne peut pas être une décision nationale. C'est ça le grand changement quand on compare ce qui s'est passé maintenant à ce qui s'est passé en 1981, par exemple, lors de l'élection de François Mitterrand. Eh bien, je crois que François Hollande ne sera nécessairement pas du tout isolé et qu'il trouvera des alliés. Il faudra travailler ensemble. L'isolation d'un pays, quel qu'il soit, ne fonctionne pas. Regard sur une campagne européenne, enfin une campagne française par un Européen. La toute dernière question portera sur le côté people, dont on parle de plus en plus en France. Effectivement, on voit de plus en plus les femmes d'eux, presque au détriment parfois des sujets de fond de campagne. Là encore, quel est le regard européen? C'est une tendance européenne ou c'est une tendance française? Je crois qu'il y a dans tous les pays européens une curiosité vis-à-vis de, qui n'est rien de nouveau d'ailleurs, vis-à-vis de la nature, de la personnalité des dirigeants et donc de leur environnement familial. Le côté glamour qui a pu être transporté dans la politique française est peut-être quelque chose qui marque particulièrement l'espace public français. Il y a une tradition du glamour français. Je ne crois pas qu'il faille trop s'en inquiéter, à condition de distinguer entre un intérêt légitime pour l'environnement familial du candidat et puis ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, la politique du bling-bling, qui est tout à fait autre chose. Nicolas Clau, merci beaucoup d'avoir ouvert comme ça notre vision de la campagne électorale française. D'autres informations à suivre sur France 24.